Adelante. Buenas tardes, es un honor tener en esta actividad organizada por el Departamento de Niños que dirige Fernando Gómez con todo su equipo, al profesor. C'est un honneur de t'avoir avec nous, Bernard, dans l'activité du département d'enfants et adolescents qui dirige Fernando Gómez, qui est là avec nous. Para la Asociación Psicoanalítica Argentina es un gran placer poder escucharlo. Sabemos que su pensamiento y sus desarrollos son fundamentales para poder compartir las ideas del pensamiento contemporáneo y la clínica contemporánea. Ça va, ça va. Oui, je crois que tu as compris. OK. Claro. Solamente para darle la bienvenida y el agradecimiento a todo el equipo del Departamento de Niños y a toda la Asociación Psicoanalítica que lo están escuchando en este momento y a la generosidad suya de estar con nosotros. Bienvenidos y adelante, voy a disfrutar de la presentación con ustedes. Gracias, Fernando, y gracias a todo el equipo. Gracias, profesor Bernard Golse. Gracias, Nora, por la traducción. Muchísimas gracias, Gabriela, también por tu bienvenida y por darnos también esta posibilidad para que con el Departamento de Niños podamos llevar adelante esta tarea. Bonjour à tous, bonjour professeur Bernard Golse. Pour moi, en tant que coordinateur du département des enfants et des adolescents Arminda Verasturi de l'APA, et au nom de toute mon équipe, c'est un plaisir et un grand honneur de pouvoir compter sur votre présence dans notre département. Et surtout, pour la joie de nous avoir écouté votre conférence pour commencer les activités scientifiques de l'année de ce département. Vous êtes bien sûr toujours très bienvenus dans ce département et nos plus sincères remerciements. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Para el resto, bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Para nosotros es un día de una alegría por el privilegio y el honor que tiene para nosotros como equipo poder iniciar, compartir y llevar adelante junto a todos ustedes la actividad científica del departamento. Ori, ¿querés traducir algo? Es más o menos lo que dijiste, Okay. ¿no? Bueno, un departamento que tiene mucha historia, con mucha vigencia actual en nuestra querida APA y en la comunidad psicoanalítica local e internacional. Un departamento que hace honor a nuestra pionera del psicoanálisis de niños y adolescentes, nuestra querida Arminda Verasturi. Este equipo está formado por un grupo de psicoanalistas donde el trabajo con bebés, niños y adolescentes ha estado presente a lo largo de nuestra formación y de nuestra actividad asistencial en los ámbitos. Bernard, Fernando est en train de parler du département et comment nous avons travaillé. Il s'appelle Arminda Verasturi, qui a été une pionnière en Argentine pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, pour nous, le travail avec les bébés, les enfants et les adolescents a fait partie de notre formation. Et puis, nuestra actividad asistencial en los ámbitos públicos, privados, hospitalarios e institucionales. et de notre activité clinique, que ce soit dans les privés ou dans les institutions, les hôpitaux, les services. Me gustaría presentarles este equipo maravilloso. Il va présenter à tout le monde qui nous écoute l'équipe du département. Nuestra secretaria Ángeles Aparaín, La nuestros secrétaire, miembros Marta Dávila, Ana María Iriart, Nora Oskoboynik, Patricia Sachs, Germán Westbrot y Daniel Antar, y nuestras colaboradoras Alejandra Doretti, Paula Ceruti y Verónica Wider. Y como coordinador, quien les habla, Fernando Gómez. Tenemos una convicción plena en trabajar activamente para un psicoanálisis de bebés, niños y adolescentes vital, pujante, plural, clínico y de actualidad. yo creo que Bernard entiende, ¿no? Cuando uno va despacito, entiende. Con una identidad claramente psicoanalítica, de calidad y de rigurosidad científica, y que exprese los lineamientos fundamentales de la especificidad de nuestro campo de trabajo. Para ello estamos convencidos de la necesidad de un profundo y rico debate e intercambio psicoanalítico, inter y transdisciplinario, entre nosotros y entre la comunidad psicoanalítica toda, local
e internacional. El eje directriz de las actividades científicas que llevaremos adelante en esta gestión se titula Límites, fronteras y confines en la clínica psicoanalítica de bebés, niños y adolescentes hoy. Prevención, acción, interacción. Il est en train de dire que toute l'année, on vient de commencer les activités du département et le sujet qui va traverser toutes les activités, c'est limites et frontières de la psychanalyse des enfants et adolescents, prévention, recherche, action. Para allá de inicio será el profesor Bernard Gols quien nos llevará a navegar por los límites, fronteras y confines de una temática tan atrapante de la clínica hoy que se titula Nuevos sufrimientos psíquicos, nuevos lazos, nuevos psicoanalistas. No hará la presentación del profesor Bernard Gols, luego tendremos una conferencia del profesor y de ahí pasaremos directamente dando prioridad principal a las preguntas realizadas por los oyentes en Facebook y en YouTube. Por favor, les pido que cuando hagan sus preguntas digan su nombre y de dónde son. Nuevamente, muy bienvenidos a todos. Doy inicio a la actividad científica del departamento y disfruten mucho de esta preciosa conferencia. Merci beaucoup, monsieur professeur. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar a nuestro invitado Bernard Gols, que es médico psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Francia, es ex jefe de servicio de psiquiatría infantil del Hospital Necker Enfants Malades de París, es profesor emérito de psiquiatría del niño y del adolescente de la Universidad René Descartes de París 5, es miembro titular del Laboratorio de Psicología Clínica, Psicopatología y Psicoanálisis de la Universidad de París. Fue miembro del Consejo Superior de la Adopción y presidente del Consejo Nacional de Acceso a los Orígenes Personales. Actualmente es presidente de la Asociación Pichler-Loxy de Francia, a la Asociación de Formación a la Psicoterapia Psicoanalítica del Niño y del Adolescente, de la Asociación Europea de Psicopatología del Niño y del Adolescente, y de la CIPA, que es la Coordinación Internacional de Psicoterapeutas, Psicoanalistas, que trabajan con personas con autismo. Por último, y esto es una primicia porque acaba de dar a luz un proyecto que creó Bernard, que es el fundador y el director, que es el Instituto Contemporáneo de la Infancia, que acaba de nacer el 19 de marzo después de una larga gestación. Bernard Gols, para mí, es un enorme placer tenerlo acá con nosotros porque es un maestro y un amigo, un gran amigo, y es un teórico y un clínico del psicoanálisis con un pensamiento y una posición auténtica y profundamente integrativa e interdisciplinaria. Así que para mí es un enorme placer tenerlo acá. Bernard, à toi. Merci beaucoup à l'Association psychanalytique argentine de m'avoir invité ce soir. Muchas gracias a la Asociación Psicoanalítica Argentina de haberme invitado. Pour cette invitation inaugurale du cycle, donc, qui me touche et qui m'honore beaucoup. Que me honora mucho ser el que inicia esta actividad del departamento, que inaugura las actividades. Merci donc beaucoup à Madame la Présidente, Gabriela Goldstein, et à Monsieur Fernando Gomez. Sí, muchas gracias a Gabriela. Merci à Noah, qui a servi de lien pour l'organisation de tout cela et pour son activité de traduction. Muchas gracias a Nora, que sirve de lazo entre nosotros y por ayudarme en la traducción. Voilà, alors, bon, nouvelle souffrance psychique, nouveaux liens, nouveau psychanalyste, c'est peut-être un titre un peu présomptueux. Dice que el título que le dio a esta actividad es un poco presuntuoso, a lo mejor, nuevos sufrimientos psíquicos, nuevos lazos, nuevos psicoanalistas, punto de pregunta. Parce que peut-être qu'on n'invente jamais rien, on regarde différemment certaines choses, surtout. Porque no inventamos nunca nada, a lo mejor, sino que miramos desde otro ángulo las cosas. Mais je crois que l'essentiel de mon propos va tourner autour de la question du lien. Pero creo que lo más importante de mi conferencia va a estar alrededor del lazo, el concepto de lazo. Et le concept de lien est tout à fait essentiel pour moi depuis longtemps maintenant. Y para mí es un concepto esencial desde hace mucho tiempo. Il y a trois domaines principaux dans mon activité. Hay tres dominios principales en mi actividad. L'étude du développement précoce du bébé. El estudio del desarrollo precoz del bebé.
l'étude des troubles autistiques de los trastornos autistas et l'étude de l'adoption, y el estudio de la adopción. parce que c'est Michel Soulet qui m'avait formé et qui avait été pionnier en France dans cette question. Porque Michel Soulet fue mi maestro y era pionero en Francia en este tema. Alors, le développement précoce des bébés concerne vraiment l'établissement des premiers liens. El desarrollo temprano de los bebés concierne, tiene que ver con el establecimiento de los primeros lazos. Et la manière dont le bébé va pouvoir se les représenter psychiquement. Y la manera en que el bebé va a poder representárselo psíquicamente. Les troubles autistiques correspondent à l'échec total ou partiel de l'établissement de ces liens. Los trastornos del espectro autista tienen que ver con el fracaso total o parcial del establecimiento de esos lazos. Et l'adoption offre un exemple particulier. Y la adopción da un ejemplo particular. Dans lequel l'enfant doit établir ses liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué. En el que el niño tiene que establecer lazos con adultos que no lo fabricaron. Mais qui vont être ses parents pour la vie entière. Pero que van a ser sus padres durante toda la vida. Voilà, donc le lien, pour moi, fait le lien, en quelque sorte, entre ces El trois lazo aspects. para él hace el lazo entre esos diferentes dominios. Et vraiment, c'est une thématique tout à fait centrale dans mes réflexions, dans ma pratique et dans ma clinique. Es una temática central en mis reflexiones, mi práctica y mi clínica. Voilà, et je dis ça parce que si on veut parler de nouvelles souffrances psychiques, Y digo esto porque si queremos hablar de nuevos sufrimientos psíquicos, peut-être qu'il faut surtout penser aux souffrances du lien, justement. Tenemos que justamente pensar en el sufrimiento de los lazos. Et en particulier dans le cadre de cette pandémie qui fait souffrir les liens beaucoup. Y en particular en este momento de pandemia que pone en sufrimiento a estos lazos. Voilà, j'essaierai de montrer tout à l'heure comment la représentation du lien est très précoce dans le développement de l'enfant. Voy a tratar de contarles cómo para mí la representación del lazo es muy precoz en el desarrollo de los bebés. Ce qui est une façon peut-être de plaider pour une psychanalyse pré-oedipienne. Que es una manera de hacer un alegato por un psicoanálisis pre-edípico. Qui pour moi fait partie intégrante de la psychanalyse dans son ensemble. Que para mí hace parte del psicoanálisis en su conjunto. Cette position est très discutée, très controversée en France. Es una posición que se la discute mucho en Francia. Et dans d'autres pays. Y en otros países. Mais personnellement, je me sens très proche de Antonino Ferro. Pero yo me siento muy cercano al pensamiento de Antonino Ferro. Pour qui la psychanalyse est une discipline unifiée et entière. Para quien el psicoanálisis es una disciplina entera y unificada. Qui s'exerce bien sûr dans des situations différentes. Que se ejerce en situaciones diferentes. En fonction de l'âge des patients et des structures psychologiques. En función de la edad y las estructuras psicopatológicas. Mais la psychanalyse ne commence pas avec le complexe d'Oedipe. Pero el psicoanálisis no empieza con el complejo de Edipo. Il y a place pour un regard psychanalytique dès le début de la vie des enfants. Para él, el psicoanálisis tiene un lugar, una mirada desde los primeros, desde el nacimiento de la vida. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure. Y va a tratar de volver sobre este tema en un ratito. Voilà, alors vous savez qu'actuellement, en France, mais dans de nombreux pays, actualmente en Francia y en otros países también, il y a de nombreuses attaques contre la psychanalyse, et notamment dans le champ de l'autisme. El psicoanálisis está muy atacado y sobre todo en el campo del autismo. Et je pense très sincèrement que ces attaques vont au-delà de la psychanalyse dans l'autisme. Y yo pienso que eso va más allá del psicoanálisis, esos ataques van más allá del psicoanálisis del autismo. Ce sont des attaques contre la psychanalyse en général. Son ataques contra el psicoanálisis en general. C'est-à-dire des attaques contre le soin psychique. Ataques contra el cuidado psíquico. Et finalement, ce qui est peut-être plus grave encore, y algo que todavía es más grave, des attaques contre les sciences humaines dans leur ensemble. Un ataque contra las ciencias humanas en su conjunto. La psychanalyse fait partie des sciences narratives, elle fait partie des sciences humaines. El psicoanálisis hace parte de las ciencias narrativas, de las ciencias humanas. Et les attaques
contre elles sont des attaques contre l'histoire de la pensée aussi, tout simplement. Y los ataques contra el psicoanálisis son también ataques contra la historia del pensamiento también. Nous ne serons jamais trop nombreux pour défendre la liberté de penser, la liberté de soigner et la liberté d'enseigner. Nunca seremos suficientemente numerosos como para defender el derecho a pensar, el derecho a curar, digamos, Mais alors, à l'occasion de la pandémie, enfin de l'épidémie Covid, pero en este contexto de pandemia y de COVID, on a en France un moment un petit peu particulier vivimos en Francia un momento particular où les médias et le grand public se rendent compte quand même de quelque chose. donde el público en general y los medios televisivos se dan cuenta de algo en particular. Dans toutes les menaces qui pèsent sur les liens à cause de la distanciation sociale et des contraintes sanitaires, De todas las amenazas hacia los lazos a causa del distanciamiento social por la pandemia, beaucoup de monde, un grand nombre de personnes s'aperçoivent que les psychothérapeutes et les psychanalystes ont tenu bon dans la tourmente. Mucha gente se da cuenta que los psicoanalistas y los psicoterapeutas pudieron sostener el trabajo a pesar de esa distancia. Et qu'ils ont beaucoup travaillé pour la continuité des soins et la continuité du soutien aussi aux enfants et aux familles. Y que siguieron trabajando mucho para la continuidad del trabajo psicoanalítico o terapéutico y del lazo del sostén de los niños y sus familias. Et il y a peut-être là l'occasion d'un regard un petit peu plus positif sur notre discipline. Y a lo mejor esto da una mirada más positiva hacia nuestra disciplina. Voilà. En tout cas, la psychanalyse doit réfléchir aussi aux interventions en distanciel. Y los psicoanalistas tenemos que reflexionar sobre estas intervenciones a distancia. Et je voudrais faire une remarque pour commencer. Y para empezar quisiera hacerles una aclaración. Nous avons classiquement plusieurs sensorialités. Tenemos muchas sensorialidades. 3 sensorialités proximales. 3 que son proximales. Le toucher, l'olfaction et le goût. Tocar, oler y el gusto. Parce qu'il faut être tout près de l'objet pour le toucher, pour le sentir ou pour le goûter. Hay que estar muy cerca del objeto para tocarlo, sentirlo o gustarlo. Et nous avons 2 sensorialités distales. Y tenemos 2 sensorios distales. L'audition et la vision. La audición y la vista. Qui sont justement faites pour entendre et voir de loin. Que son para escuchar y ver de lejos. Et toutes nos interventions par téléphone ou par Zoom Todas nuestras intervenciones por Zoom y por teléfono ne passent que par les sensorialités distales. Solo pasan por las sensorialidades a distancia. L'audition, simplement, pour le téléphone. Por el teléfono. L'audition et la vision pour le Zoom. L'audition y la vista para el Zoom. Et depuis quelques mois, tout le monde réfléchit à cette difficulté pour la psychanalyse, évidemment. Y desde hace un tiempo estamos todos reflexionando sobre la dificultad para el psicoanálisis de esta situación. Qui avait l'habitude de travailler en présence. Que habitualmente trabaja en presencia. Avec la mise en jeu des différentes sensorialités. Donde se ponen en juego todas las sensorialidades. Voilà, mais je voulais simplement faire remarquer que cette question s'est déjà posée pour Freud, en quelque sorte. Pero esta cuestión, esta pregunta ya se la hizo Freud en algún momento, ¿no? Quand il a fait sa propre révolution, si j'ose dire, cuando hizo su propia revolución, en passant de la situation de l'hypnotiseur, du cadre de l'hypnose au cadre du fauteuil. Cuando pasó del encuadre de la situación de la hipnosis a la situación del diván con el sillón. Dans le cadre de l'hypnose, dans le premier cadre, il voyait le patient et même il touchait parfois le patient. Y en el caso de la hipnosis lo veía y a veces tocaba al paciente. Pour l'inciter, il le touchait sur le front pour l'inciter à continuer à parler. Lo tocaba en la frente para estimularlo a que siga hablando. Et puis tout d'un coup, on voit Freud passer derrière le patient. Y de golpe lo vemos a Freud que se va detrás del paciente. En abandonnant la vision, en abandonnant le toucher et en ne gardant que l'auditif. Abandonando la visión, el tacto y guardando solamente lo auditivo.
Et Freud ne s'est jamais expliqué de manière très approfondie sur ce changement de cadre. Freud nunca se explicó demasiado sobre este cambio de encuadre, En disant simplement que c'était finalement moins difficile de ne pas être en face à face. diciendo que simplemente era menos difícil. Mais estar c'était frente un a vrai frente. sacrifice, sans doute, pour lui. Pero seguramente para él fue un gran sacrificio, Parce que Freud aimait beaucoup plus les arts plastiques que la musique. porque Freud le gustaban mucho más las artes plásticas que la música, Et pourtant, il se met derrière le patient et il ne lui reste que la musique des mots. y sin embargo se pone detrás del paciente y solo le queda la música de las palabras. Il y a donc un renoncement profond à quelque chose. O sea que Freud ahí renuncia profundamente a algo. Et aujourd'hui, on peut penser que dans ce changement de cadre, il est question de la polysensorialité. Y nosotros pensamos que en este cambio de encuadre la cuestión es la polisensorialidad. Bien entendu, Freud ne pouvait pas penser les choses en ces termes-là à son époque. Freud en esa época no lo podía pensar en estos términos, Mais aujourd'hui, grâce à tout ce que les bébés nous ont appris, à tout ce que les enfants autistes nous ont appris, pero hoy, gracias a todo lo que los bebés nos enseñan o los niños autistas nos enseñan, on sait que la monosensorialité nous permet de repasser en deçà de l'intersubjectivité. sabemos que la monosensorialidad, o sea, pasar por un solo sensorio, nos pone como en el más acá de la intersubjetividad, o sea, lo anterior a la intersubjetividad. Voilà. Seulement écouter le patient sans le voir, sans le toucher, Solo escuchar al paciente sin verlo, sin tocarlo, permet de réduire l'écart intersubjectif permite reducir la brecha intersubjetiva et d'être davantage en lien préobjectal avec lui. y estar en un lazo preobjetal con él, con el paciente. C'est peut-être ce que Freud cherchait à sa manière A déjà. lo mejor es lo que Freud buscaba de alguna manera. Voilà, on y reviendra peut-être dans la question. Lo veremos a lo mejor en alguna pregunta con este tema. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que les contraintes sanitaires actuelles Pero lo que yo quería decir es que la situación sanitaria actual activent des questions qui sont déjà anciennes, en quelque sorte, pour la psychanalyse. activa preguntas y cuestiones que son en realidad antiguas, que ya las conocíamos. Voilà, et je voudrais maintenant parler parler de patients particuliers Quisiera hablarle de pacientes particulares qui ne nous demandent rien, que no nos piden nada, mais qui ont pourtant besoin de nous. pero que nos necesitan. Nouvelles souffrances, nouveaux psychanalystes. Nuevos sufrimientos, nuevos psicoanalistas. Et en quelque sorte, je voudrais faire un plaidoyer pour une troisième topique. Y yo quisiera hacer un alegato por una tercera tópica. Dans la mesure où les deux topiques freudiennes classiques En la medida en que las dos tópicas freudianas clásicas sont bien sûr des topiques qui ont été élaborés pour des patients adultes différenciés. fueron conceptualizadas para pacientes adultos diferenciados, Qui peuvent nous demander quelque chose que pueden pedirnos, demandarnos algo, de manière manifeste ou de manière... de manera manifiesta. J'y reviendrai tout à l'heure. Sí, después volverá sobre este tema. Mais là, je voudrais me centrer sur des patients qui ne peuvent pas nous demander certaines choses. Pero quisiera centrarme en pacientes que no nos pueden demandar nada. Je le redis encore, la première topique qui distingue l'inconscient du préconscient du conscient, Quisiera repetirlo, la primera tópica que distingue el consciente, preconsciente e inconsciente, ou la deuxième topique qui distingue le ça, le moi et le surmoi, o la segunda tópica que distingue el ello, el superyo y el yo, sont des topiques faites pour des sujets différenciés. son tópicas hechas para sujetos diferenciados. Et avec Sylvain Missonnier en France, qui est un grand spécialiste de la périnatalité, Y con Sylvain Missonnier, en Francia, que es un gran especialista de la perinatalidad, on vient d'écrire un livre, on vient de publier un livre qui s'appelle « Le fœtus bébé au regard de la psychanalyse ». acaban de publicar un libro que se llama El feto bebé bajo la mirada del psicoanálisis. Parce que la périnatalité nous réclame aussi
une métapsychologie pré-objetale. Porque la perinatalidad nos reclama una Métapsychologie metapsicología preobjetal pour les bébés et pour les enfants autistes, par exemple. para los bebés y para los niños autistas. Alors, pour me faire mieux comprendre, je voudrais expliquer la chose suivante. Para que me comprendan mejor, quisiera explicarles lo siguiente. Quand on parle de représentation d'objets, Cuando hablamos de representación de objeto, c'est un concept qui nous est très utile et qu'on partage facilement entre nous. es un concepto que nos es muy útil y que compartimos mucho entre nosotros, mais qui est un concept très complexe en réalité, pero es un concepto muy complejo en realidad et peut-être un petit peu trop macroscopique. y a lo mejor un poco macroscópico. Je sens aujourd'hui que j'ai besoin de le décondenser un petit peu. Yo necesito hacer como una descondensación de este concepto. Voilà, et c'est ce que d'ailleurs, avec Nora Scheinberg, on essaye aussi de faire dans des travaux actuels. Y lo que estoy tratando de hacer con Nora en trabajos actuales. Pour essayer de penser une métapsychologie de la rencontre Para intentar pensar una metapsicología del encuentro, qui puisse être une métapsychologie pré-objectale également. que pueda ser una metapsicología preobjetal. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de proposer trois niveaux plus élémentaires de la représentation d'objets. Yo quisiera hablar ahora de 3 niveles de la representación del objeto. La représentation de la place de l'objet, La representación del lugar del objeto, la représentation des liens avec l'objet la representación del lazo al objeto et la représentation de l'objet proprement dit. y la representación del objeto propiamente dicho. Et ces trois niveaux de la représentation sont très différents. Y son 3 niveles de la representación diferentes. Et peut-être se mettent-ils en place successivement au cours du développement précoce du bébé. Y a lo mejor se establecen progresivamente en el desarrollo temprano. La représentation de la place de l'objet est peut-être quasi immédiate. La representación del lugar del objeto es a lo mejor quasi inmediata. Elle fait peut-être partie de ce que Bion appelait les préconceptions. Hace parte a lo mejor de lo que Bion llamaba las preconcepciones, Ou ce que Sylvain Missonnier appelle le registre du virtuel. o lo que Sylvain Missonnier llama registro de lo virtual. Quand on assiste à un accouchement, par exemple, Cuando estamos, por ejemplo, en un parto et qu'on voit le bébé, quand on place le bébé sur le ventre de la maman, y se pone al bebé sobre el vientre de la mamá, le bébé qui vient de naître, el bebé que acaba de salir de la panza, de on nacer, voit le bébé qui, souvent, c'est des images très émouvantes, on voit le bébé qui file, qui se dirige vers le sein de la mère. y dice, son imágenes muy conmovedoras y vemos cómo el bebé se dirige hacia el seno, hacia el pecho de la madre. Alors, bien sûr, on peut dire c'est un réflexe comportemental. Podemos decir que es un reflejo del comportamiento, Il est attiré par la chaleur de la peau, l'odeur du mamelon. que lo atrae el olor del pecho, Mais il ne faut pas oublier ce que Bion disait. pero no nos tenemos que olvidar lo que decía Bion. Bion disait cette phrase très curieuse. Bion decía una frase muy curiosa: Le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être. el bebé busca al pecho, al seno, ahí donde tiene la costumbre de estar. Et là où le sein a coutume d'être, Esa frase, ahí donde el pecho tiene la costumbre de estar, c'est pas simplement une remarque corporelle et physique. no habla solamente de algo corporal y físico. Le sein a coutume d'être quelque part par là sur les corps des hommes et les corps des femmes. Los pechos tienen la costumbre de estar en algún lugar en el cuerpo del hombre o de la mujer. Mais en fait, le bébé cherche le sein là où il avait coutume d'être dans ses pré-représentations. Entonces, podríamos decir que la frase es que el bebé busca el pecho ahí donde tiene la costumbre de estar en sus pre-representaciones. Et je crois que c'est ça que Bion voulait dire. Eso es lo que yo creo que Bion quería decir. Le bébé n'a pas encore de représentation du sein tant qu'il est in utero, El bebé no tiene la representación del pecho mientras está dentro del útero,
Mais peut-être peut-il déjà avoir des représentations de la place du sein, pero a lo mejor ya puede tener representaciones del lugar ce qui del est pecho, évidemment tout à fait différent. lo cual es totalmente diferente. Les proto-représentations, le virtuel pourrait correspondre Las proto-representaciones o lo virtual podrían corresponder à des places de l'objet et non pas encore à l'objet lui-même. al lugar del objeto, a los lugares de los objetos y no a los objetos en sí mismos. Et puis très vite, il va y avoir, une fois que le bébé est né, Y una vez que el bebé nace, vont s'établir des liens avec l'objet. se van a establecer lazos con el objeto. Des liens primitifs, des liens précoces, des liens primordiaux, comme on veut dire, Lazos primitivos, primordiales, primarios, como querramos llamarlos, mais des liens qui sont liés aux interactions entre la mère et le bébé. pero son lazos que están en relación con las interacciones entre la mamá y el bebé. Et aujourd'hui, qu'on pense les choses dans le champ de la théorie de l'attachement, par exemple, Si lo pensamos, por ejemplo, en la teoría del apego, ou qu'on pense les choses du point de vue de l'accordage affectif de Stern, o que lo pensemos como el entonamiento afectivo de Stern, on voit bien que le bébé nous observe. vemos bien que el bebé nos observa. Le bébé est un très grand clinicien de nos émotions et de nos affects. El bebé es un gran clínico de nuestras emociones y de nuestros afectos. C'est pas Esther Bick qui a inventé l'observation, c'est le bébé. No es Esther Bick la que creó la observación, es el bebé. Le bébé envoie des signaux El bebé envía signos et il regarde comment on lui répond. y mira cómo, observa cómo se le responde. Est-ce qu'on lui répond vite? Est-ce qu'on lui répond vite? Est-ce qu'on lui répond fort? Etc. etc. Si le respondemos y si le respondemos rápido, fuerte, etc. Et au fil des rencontres, il se fait une petite moyenne des différentes réponses de l'adulte à ces signaux qu'il envoie. Y a medida de las diferentes respuestas se va haciendo como una media, ¿no? Haciendo como una media de lo que son esas respuestas. Une moyenne statistique. Claro, una media estadística. Et lors de la prochaine rencontre, il va mesurer l'écart entre la nouvelle réponse et la petite moyenne statistique. Y en cada encuentro va a medir la diferencia entre lo que él esperaba, su media estadística, y lo que recibió. Daniel Stern a parlé de représentation d'interaction généralisée. Stern habló de representación de interacción generalizada. L'attachement parle de modèle interne opérant. El apego, la teoría del apego habla de modelo interno operante. L'idée est la même, c'est la La idea es moyenne. la misma, es la media. Et bien sûr, ça n'est pas très, peut-être que ce que je vais dire n'est pas très poétique. Lo que voy a decir a lo mejor no es muy poético, Mais pour le bébé, avant de pouvoir se représenter la mère en tant qu'objet, pero para el bebé, antes de poder representarse a la mamá como objeto, avant de se représenter la mère comme un objet joli, pas joli, blonde, brune, petite, grande, antes de representarse a la madre como un objeto grande, chico, rubia, morocha, linda, fea, il la reconnaît grâce à la représentation des liens. la reconoce gracias a la representación del lazo. Et si le bébé avait des mots, évidemment, il ne les a pas, Y si el bebé tuviera palabras, que bueno, no las tiene, bien avant de pouvoir se dire ma mère est un objet comme ceci ou comme cela, mucho antes de poder decir mi mamá es un objeto así o asá, il pourrait se dire ma mère répond sur un mode unimodal ou transmodal, va a poder decir mi mamá me responde con una forma unimodal o transmodal, accentuée ou atténuée, acentuado o atenuado, immédiate ou différée. inmediata o diferida. Tout ça est moins poétique, mais c'est plus dynamique et c'est très efficace. Todo eso es menos poético, pero es muy dinámico y muy eficaz. Et cette représentation des liens est probablement très précoce, Y esta representación de los lazos es probablemente muy precoz, bien avant la représentation de l'objet en tant que tel. muchísimo antes a la representación del objeto en tanto que propiamente dicho. Geneviève Hague, qui est une grande observatrice de bébés, Geneviève Hague, que es una gran observadora de bebés,
et une grande thérapeute d'enfants autistes aussi, y una gran terapeuta de niños autistas, a dit qu'au fond, le bébé se fait un portrait dynamique, un portrait interactif, un portrait abstrait de sa mère, dice que el bebé se hace primero como un retrato abstracto de su madre, ¿no? Dinámico y abstracto, bien avant de s'en faire un portrait figuratif. antes de hacerse un retrato figurativo de su madre. Et elle comparait ça à l'histoire de l'art dans l'humanité, Y comparó esto a la historia del arte en la humanidad, en citant un ouvrage de André Leroy-Gourhan. Je t'ai envoyé sur le chat, Laura. Ah, André Leroy-Gourhan. cita un libro de André Leroy-Gourhan. Voilà. Si después quieren, se los mando. No lo André conocí. Leroy-Gourhan est un spécialiste de la préhistoire Es un especialista de la prehistoria et il nous a fait remarquer que dans les grottes les plus anciennes, y lo que él nos muestra es que en las grotas las más antiguas, bien avant les grottes où il y a des scènes de chasse, des scènes de pêche, des scènes de guerre, antes de esas grotas donde uno encuentra las escenas de caza, de pesca, de guerra, il y a des représentations, des peintures abstraites magnifiques, hay pinturas abstractas magníficas des obliques, des spirales, des quadrillages. con líneas oblicuas, espirales, en cuadriculado. On ne saura jamais ce que ces peintures voulaient dire pour les personnes qui les ont faites. No vamos a saber nunca lo que eso quería decir para las personas que lo hicieron, esos Peut-être dibujos. des choses rythmiques, A lo mejor el ritmo, algo rítmico, comme l'alternance des jours et des nuits, l'alternance des saisons. como la alternancia entre el día y la noche, o entre el verano y el invierno. En tout cas, dans l'histoire de l'humanité, l'art abstrait précède et de loin l'art figuratif. En todo caso, en la historia del arte, en la humanidad, el arte abstracto precede de mucho el arte figurativo. Et dans l'évolution du bébé, Y en la evolución del bebé, la représentation de la mère est d'abord abstraite et rythmique, avant d'être la representación de la madre es primero abstracta y rítmica, avant la représentation de l'objet figuratif plus ou moins statique. antes de la representación del objeto figurativo. Voilà. Dans le registre plus psychanalytique, En un registro más psicoanalítico, en pensant au jeu de la bobine, en pensant au jeu du Fort-Da, pensando en el juego del Fordá, del carretel, on pourrait dire que pour le bébé, c'est la ficelle qui est investie avant la bobine proprement dite. podemos decir que para el bebé lo que el bebé inviste es el hilo y no el carretel en sí, sino la representación de ese... La représentation du lien est très précoce et très importante, bien avant la représentation de l'objet en tant que tel. Y eso quiere decir que la representación del lazo es muy anterior a la representación del objeto propiamente dicho. C'est ce que Serge Lebovici voulait dire, je crois, il y a une cinquantaine d'années. Y es lo que Serge Lebovici quería decir hace ya unos 50 años, quand il disait que l'objet peut être investi avant d'être perçu. Cuando decía que el objeto es investido antes de ser percibido. C'est-à-dire avant d'être perçu comme différencié et distinct de soi. Antes de ser percibido como diferenciado y distinto de uno. Je crois qu'on peut l'entendre aujourd'hui comme le fait que l'enfant investit les liens à l'objet avant d'investir l'objet en tant que tel. Hoy podríamos leerlo como que el niño inviste al lazo al objeto antes de investir al objeto propiamente dicho. Voilà. Et au fond, tous les enjeux de la qualité des soins précoces, y entonces todo lo que está en juego, todo el desafío de la calidad de los cuidados tempranos, ça va être de faire en sorte que les liens puissent s'établir et se représenter es que los lazos puedan establecerse y representarse sans que l'objet apparaisse de manière trop brutale, trop rapide, trop intrusive. Sin que el objeto aparezca de manera demasiado brutal, rápida o intrusiva. Pour aider l'enfant à passer tranquillement para ayudar al niño a pasar tranquilamente du sentiment d'être au sentiment d'exister. Del sentimiento de ser al sentimiento de existir. Pour reprendre ici le concept de Winnicott. Para retomar el concepto de Winnicott. Le sentiment d'être n'a besoin de personne. El sentimiento de ser no necesita a nadie. Il est préobjectable.
es preobjetal. tandis que le sentiment d'exister passe par l'autre, En cambio, el sentimiento de existir pasa por el otro, passe par le regard, par le fonctionnement psychique de l'autre, por la mirada, por el funcionamiento psíquico del otro. parce qu'il y a ex dans le mot qui renvoie à l'extérieur. Porque ya ex en la palabra cuando hablamos de exterior. Voilà. Et le passage du sentiment d'être au sentiment d'exister, Y el paso del sentimiento de ser al sentimiento de existir, sans traumatisme développemental, sin que haya un traumatismo en el desarrollo, suppose que l'objet n'apparaisse pas trop brutalement. el objeto no tiene que aparecer demasiado brutalmente. Et dans cette perspective-là, Y en esa perspectiva, la représentation des liens, qui n'est pas encore la représentation de l'objet, la representación de los lazos, que no es todavía representación de objeto, est comme un pressentiment de l'objet, es como un presentimiento del objeto, qui n'est pas violent, qui n'est pas traumatique. que no es violento y que no es traumático. Voilà. Et cette représentation intrapsychique très précoce des liens, Y esta representación, cette représentation intrapsychique très précoce des liens, y esta representación intrapsíquica tan temprana del lazo, de la relación, voilà, peut nous aider, je crois, à fonder une métapsychologie du lien nos ayuda a fundar lo que él llama una metapsicología del lazo et peut-être une topique du lien, y una tópica del lazo, comme l'ont déjà proposé des auteurs comme Christophe Dejour, como ya lo propusieron algunos autores como Christophe Dejour, René Caès ou Bernard Brusset, René Caès o Bernard Brusset, mais dans des contextes un petit peu différents. pero en contextos diferentes. Voilà, alors je crois qu'on a vraiment besoin de cette topique du lien Necesitamos esa tópica del lazo pour travailler de manière psychanalytique avec des patients non différenciés. para trabajar psicoanalíticamente con pacientes no diferenciados. Je suis vraiment de ceux qui pensent que le bébé ou les enfants autistes, par exemple, Yo soy de los que piensan que el bebé o los niños autistas, por ejemplo, ne nous imposent aucun renoncement à nos repères psychanalytiques habituels. no nos imponen renunciar a ninguna de nuestros puntos de referencia psicoanalíticos. Ils ne nous imposent aucun renoncement à la théorie des pulsions, si on a envie. No nos impone ninguna renuncia a la teoría de las pulsiones, por ejemplo, Ils ne nous imposent aucun renoncement à la théorie de l'étayage. o a la teoría del apuntalamiento, por ejemplo. Ils ne nous imposent aucun renoncement, surtout pas à la théorie de l'après-coup. No nos impone ningún abandono de la teoría de la posteriori, de la precu, Mais ils nous imposent de repenser le point de vue topique. pero nos imponen trabajar el punto de vista tópico, Parce qu'encore une fois, les deux premières topiques ont été faites pour des sujets différenciés. porque las dos primeras tópicas, como fueron pensadas para sujetos diferenciados, no sirven, digamos, no Alors, alcanzan. pour me centrer sur les bébés et les enfants autistes, si vous voulez, Para centrarme en los bebés y en los niños autistas, on pourrait dire qu'ils ne nous demandent rien podemos decir que no nos piden nada, à nous en tant que personnes. a nosotros en tanto personas. Leur demande ne peut pas être une demande objectale au sens classique du terme. No es una demanda objetal en el sentido clásico del término, Ni une demande manifeste, ni une demande latente. ni manifiesta ni latente. Et pourtant, tous ceux qui s'occupent de bébés et d'enfants autistes Y sin embargo, todos los que se ocupan de bebés y de niños autistas sentent bien qu'ils ont quand même une demande envers l'extérieur. sienten que hay una demanda hacia el exterior. Qu'ils attendent quelque chose de l'environnement et de l'entourage. Ellos esperan algo del medio ambiente y del entorno. Et j'ai envie d'appeler cette demande qui n'est pas une demande objectale, Y yo tengo ganas de llamar a esta demanda, que no es una demanda objetal, une demande intransitive. una demanda intransitiva. Comme on dit en grammaire qu'un verbe est intransitif. Como se dice en gramática, que un verbo es intransitivo. Un verbe intransitif, c'est un verbe qui n'a pas de complément d'objet. Es un verbo que no tiene complemento de objeto. Et là, je parle aussi d'une demande qui n'est pas dirigée vers un objet, Y yo hablo de una demanda que no está dirigida a un objeto, mais qui est dirigée vers un dehors dont le bébé attend quelque chose,
pero que está dirigida hacia un afuera, que el bebé espera algo de ese afuera, dont il attend un retour, dont il attend un renvoi, dont il attend un rebond. espera una respuesta, espera algo de esto que viene del afuera. Si on pense aux enfants autistes, par exemple, Si pensamos en los niños autistas, por ejemplo, et la thérapie des enfants autistes ne correspond en rien à la recherche d'un coupable. la terapia de un niño autista no corresponde en nada a la búsqueda de un culpable. Ceux qui pensent cela n'ont rien compris à la psychanalyse actuelle de l'autisme. Los que piensan eso no entendieron nada sobre el psicoanálisis actual del autismo. Par contre, la psychanalyse des enfants autistes est très importante El psicoanálisis de niños autistas es muy importante pour les aider à accéder à l'intersubjectivité para ayudarlos a acceder a la intersubjetividad et donc à la subjectivation. y a la subjetivación. Frances Tustin disait parfois Frances Tustin decía a veces que quelle que soit la théorie à laquelle on se réfère, que cualquiera sea la teoría a la cual nos refiramos, y compris dans le champ de la psychanalyse d'ailleurs, incluso dentro del psicoanálisis, l'objectif avec les enfants autistes est toujours le même. el objetivo con los niños autistas es siempre el mismo: Leur faire sentir, disait-elle, hacerles sentir leur faire sentir qu'un autre existe qui n'est pas un danger, qui n'est pas que el otro existe y que no es un peligro, que no es amenazante. C'est-à-dire faire apparaître tout doucement l'objet, sans violence, sans intrusivité. Hacer aparecer al objeto muy despacito, sin violencia y sin intrusividad. Ceux qui pratiquent la psychanalyse avec les enfants autistes Los que practican psicoanálisis con niños autistas savent bien qu'avec eux, avant les interprétations proprement dites, saben bien que mucho antes de las interpretaciones propiamente dichas, il peut y avoir de longs mois, parfois des années, pueden pasar muchos meses y a veces años, où le travail va être de verbaliser des affects, par exemple. donde el trabajo va a ser verbalizar afectos, Mettre des mots sur des émotions, ponerle palabra a las emociones, mettre des mots sur des sensations, ponerle palabra a las sensaciones, ce qu'on a pu appeler l'émotionnalisation des sensations, le partage. la emocionalización de las sensaciones, el compartir. Ça correspond aussi à ce que Anne Alvarez, à la Tavistock Clinic, Y corresponde a lo que Ana Álvarez en la Tavistock Clinic a appelé une compagnie bien vivante. llamó una compañía bien viviente. Ce que l'enfant autiste attend de l'autre, Lo que el niño autista espera del otro ça n'est pas un renvoi, ça n'est pas une relation objectale classique, no es una relación objetal clásica, c'est de constater que l'autre peut partager son monde interne sans que ce soit une menace. es que el otro pueda compartir su mundo interno sin que sea una amenaza. C'est une tâche très difficile Es una tarea muy difícil qui se situe avant les interprétations proprement dites, que se sitúa mucho antes que las interpretaciones propiamente et dichas que je crois pourtant déjà tout à fait psychanalytique. y que yo creo que es profundamente psicoanalítico. Et il ne s'agit pas d'imposer des mots à l'enfant, No se trata de imponerle palabras al niño, mais de lui proposer sino proponerle palabras. Et quand l'enfant s'aperçoit que quelqu'un d'autre Y cuando el niño se da cuenta que otro peut partager quelque chose de son monde interne sans que ce soit catastrophique, puede compartir algo de su mundo interno sin que sea catastrófico, c'est un petit pas vers l'intersubjectivité. es un pequeño paso hacia la intersubjetividad. Et de la même manière, l'analyste va aussi mettre des mots, proposer des mots Y de la misma manera, el analista va a proponer palabras sur des comportements atypiques. sobre comportamientos atípicos. La façon de dire peut être dans le on, dans le nous. La manera de decir en el nosotros, no existe esa, on n'a pas cette différence en español. Non, mais dans le nous, dans la we-ness. Claro, el nosotros. Voilà. C'est-à-dire
pour faire sentir à l'enfant qu'on peut partager quelque chose Hace eso en el nosotros, o sea, hacerle sentir al niño que compartimos algo, sans qu'il y ait de différenciation trop violente. sin que la diferenciación sea demasiado violenta. Euh, je repense à un enfant qui passait toutes les séances Estoy pensando en un pacientito que pasaba todas las sesiones à essayer de boucher le ray de la porte avec des petits bouts de papier, tu sais, l'intervalle sous la porte. intentaba con pequeños papelitos a tapar el hilito de luz que queda en la puerta cuando uno la cierra, el espacio ese chiquitito que queda para tapar el espacio. Comme s'il avait peur de s'écouler, de se vider, de se liquéfier à travers la porte. Claro, como si tuviera miedo de de licuarse, de desintegrarse a través de la puerta. Et le fait de lui dire, je me demande si tu n'as pas peur que quelque chose s'écoule au dehors. Y el solo hecho de preguntarle, de decirle, me pregunto si a lo mejor no tenés miedo que algo tuyo se vaya por C'est-à-dire une offre, une proposition, pas quelque chose d'obligé à penser. Ofrecerle una propuesta, no algo obligado. Le comportement atypique s'arrête. El comportamiento atípico cesó, digamos, terminó. L'enfant n'est pas guéri, bien entendu, mais dans le cadre de la séance, le comportement atypique peut disparaître. Esto no quiere decir que el niño, por supuesto, esté curado, pero el comportamiento atípico en ese momento en la sesión Et je crois que c'est ça que Frances Tostin voulait dire. Un autre peut exister qui n'est pas une menace. Eso es lo que yo creo que Tustin quería decir cuando decía que un otro existe que no sea amenazador. Voilà. Mais cette demande intransitive est très difficile sur le plan contre-transférentiel. Pero esta demanda intransitiva es muy compleja y difícil a nivel contratransferencial. Et c'est peut-être là que la formation doit aider à la naissance de nouveaux psychanalystes. La formación debe ayudar al nacimiento de nuevos psicoanalistas. Parce qu'il faut à la fois un petit clivage fonctionnel Porque interne. necesitamos una decisión, un clivaje, los psicoanalistas, ¿no? Une partie de soi reste objectale. Para que una parte quede objetal, mais l'autre partie accepte de se dédifférencier. Pero que la otra acepte diferenciarse y ser preobjetal, ¿no? Mais l'autre partie accepte de se dédifférencier. Sí, acepta, sí, claro, sí, ¿no? O sea, estar antes de la diferenciación, oui. No estar diferenciado. Voilà. Pour ne pas être un objet, mais simplement un point de rebond, un point de renvoi. Claro, para no ser un objeto, sino un punto de respuesta nada más. Pour l'analyste, ça peut jouer comme une attaque, une entame narcissique difficile. Para el analista esto puede ser una herida narcisística importante. Et pourtant, on est là dans quelque chose d'extrêmement aidant pour l'enfant. Y sin embargo, es algo que ayuda mucho al niño. Voilà, alors, je vois que le temps passe, je ne veux pas être trop long. Yo veo que el tiempo pasa y no quiero ser demasiado largo. Mais on pourrait aussi faire des remarques un peu parallèles avec les bébés dépressifs, par exemple. Pero también podríamos decir paralelamente cosas de los bebés depresivos. Les bébés à risque autistique. Los bebés con riesgo de autismo. Et même avec certains adolescents. E incluso adolescentes. Qui utilisent aussi le groupe comme quelque chose de pré-objectal. Que utilizan al grupo como algo pre-objetal. Et il me semble que notre objectif permanent avec ce type de patients, y me parece que nuestro objetivo permanente con este tipo de pacientes, qui encore une fois ne nous demande rien à nous en tant que personnes, que otra vez lo digo, no nos piden nada en tanto personas, c'est de servir de tiers séparateurs, de tiers non pas séparateurs, mais de tiers reliants. De servir como terceros, pero no terceros que separan, sino terceros que unen. Le lien est un tiers. El lazo es un tercero. Entre le sujet et l'objet. Entre el sujeto y el objeto. Entre le futur sujet et le futur objet. Entre el futuro sujeto y el futuro objeto. C'est un lien, mais c'est un lien qui n'est pas séparateur, c'est un lien qui relie au contraire. Es un lazo que no es, es un tercero que no es separador, sino que al contrario, une.
Et notre travail, je crois, dans ces périodes pré-oedipiennes, pré-objetales, Nuestro trabajo es, en este periodo preedípico, preobjetal, c'est de servir de tiers reliant es exactamente ese, servir de tercero, pero que liga, que une entre l'enfant et les adultes qui s'en occupent, entre el niño y los adultos que se ocupan de él, pour les aider à se différencier sous notre regard, para ayudarlos a diferenciarse bajo nuestra mirada, sans risque de violence et de discontinuité. sin, digamos, sin correr el riesgo de violencias o de discontinuidad. C'est ce que André Green a appelé la fonction Sainte-Anne Es lo que Green llamó la función Santa Ana, à partir de son travail sur le tableau de Léonard de Vinci. a partir del trabajo que él hizo sobre el cuadro de Leonardo. Alors, je termine en faisant deux remarques plus techniques, si vous voulez. Quisiera terminar haciendo dos señalamientos más técnicos. C'est que ces patients, je reprends toujours la même expression, ces patients qui ne nous demandent rien, Yo vuelvo a tomar la misma expresión, pero esos pacientes que no nos piden nada, mais qui nous demandent beaucoup en tant que pré-objet, pero que nos piden mucho en tanto pre-objetos, voilà, suscitent en nous des contre-transferts très compliqués despiertan en nosotros contratransferencia muy complicada et qui peuvent être très défensifs. y que pueden ser muy defensivos. Des contre-transferts corporels Contratransferencia corporal ou des contre-transferts théorisants. o de contratransferencias muy teóricas que teorizan. Parce qu'on peut toujours se réfugier dans ces sensations pour éviter la pensée, Podemos refugiarnos en nuestras sensaciones para evitar el pensamiento ou se réfugier dans ces théories pour éviter les sensations. o refugiarnos en nuestras teorías para evitar las sensaciones. Et ces patients nous obligent à trouver une position intermédiaire très délicate. Y esos pacientes nos obligan a encontrar una posición intermediaria muy delicada. Et puis, ma deuxième remarque sera à propos du cadre, Y mi segundo señalamiento es con respecto al encuadre, et qui est évidemment aussi important qu'avec les patients différenciés, que es tan importante como los pacientes diferenciados, mais qui n'a pas du tout la même fonction. pero que no tiene la misma función. Avec les patients différenciés ou névrotiques, Con los pacientes diferenciados o neuróticos, le cadre externe qu'on leur propose el encuadre que les proponemos, externo, rentre en écho avec le cadre interne qu'ils se sont construits déjà. claro, entra como en resonancia con el encuadre interno que ellos ya tienen construido. Et le cadre va pouvoir jouer comme un processus silencieux, mais très, très efficace. El encuadre entonces funciona como un elemento silencioso pero muy eficaz. C'est votre compatriote argentin, José Bleger, Y es nuestro compatriota José Blecher, qui disait à propos du cadre quelque chose d'un petit peu triste. que decía con respecto al encuadre algo de un poquito triste. Il disait, le cadre, c'est comme les enfants et les histoires d'amour. Decía que el encuadre es como los niños y las historias de amor. On ne s'en aperçoit que quand cela pleure. Solo nos damos cuenta cuando lloran. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il faudrait s'apercevoir des enfants et de l'amour même quand ça va bien. Estaría bueno poder darnos cuenta o percibir al encuadre de los niños incluso cuando están bien, no cuando lloran, y las historias de amor. C'est vrai que les transgressions du cadre sont évidemment doivent être repérées. Pero es cierto que tenemos que poder identificar las transgresiones del encuadre. Et permettent d'ailleurs au sujet différencié de travailler son cadre interne, de renforcer son cadre. Permitirle al paciente diferenciado trabajar su encuadre interno. Je pense aussi à cet écrivain Henry Miller. Pienso también en un escritor, Henry Miller, qui a dit « On apprend à jouer le jeu » y que dice que aprendemos a jugar el juego, non pas en observant les règles, no obedeciendo a las reglas, mais en les contournant. Sino burlándolas. Il a écrit ça dans ses réflexions sur la mort de Mishima. Y dice que está escrito en un libro cuando él reflexiona sobre la muerte de Mishima. Voilà, donc le patient différencié joue avec le cadre, transgresse le cadre pour renforcer son cadre interne. Dice que el paciente diferenciado juega con el encuadre y lo transgrede,
pero para poder reforzar su encuadre interno y trabajar su encuadre interno. Tandis qu'avec ces patients dont j'ai parlé ce soir, pero los pacientes de los cuales él habló hoy, il n'y a pas encore de cadre interne. todavía no tienen un encuadre interno. Et les enveloppes psychiques ne sont pas intériorisées. Y los envoltorios, sí, las envolturas, los envoltorios psíquicos todavía no están interiorizados. Et pourtant, nous devons leur proposer un cadre externe très fiable, très solide. Y sin embargo, tenemos que poder proponerles un encuadre externo sólido. Parce que c'est ce cadre externe qui va leur permettre d'instaurer leur cadre interne. Porque ese encuadre externo va a permitir instaurar el encuadre interno. De faire surgir un cadre naissant, en quelque sorte. De que ese encuadre interno nazca. Nous proposons le cadre à l'intériorisation. Le proponemos un encuadre en la interiorización. Et il ne s'agit pas du tout de réparation. No estamos hablando de reparar, de reparación. Mais plutôt d'instauration ou de réinstauration. De instauración, estamos hablando de una instauración o reinstauración del interno. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on pourra continuer à avoir d'autres choses dans la discussion. Bueno, dice que va a dejar acá para poder contestar preguntas, que seguramente los temas que él quería charlar aparecerán en las preguntas. Voilà, ce que j'ai voulu faire sentir, c'est que s'il y a de nouvelles souffrances psychiques, lo que yo les quería decir es que si hay nuevos sufrimientos psíquicos, ce sont surtout des souffrances du lien. Son sobre todo sufrimientos del lazo. S'il y a des nouveaux liens, y si hay nuevos lazos, je ne crois pas, mais si on veut parler de nouveaux liens, ce sont des liens pré-objectaux. En ese caso son lazos preobjetales. Et si on veut parler de nouveaux psychanalystes, y si queremos hablar de nuevos psicoanalistas, il faut penser à des psychanalystes qui croient à la psychanalyse pré-oedipienne. Tiene que ser psicoanalistas que crean en el psicoanálisis pre-edípico. C'est vraiment quelque chose qui est encore assez difficile dans un pays comme le mien. Y es algo que todavía es muy difícil de instaurar en un país como Francia, que es el país de verdad. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Muchas gracias. Et beaucoup de la traduction de Nora. Y muchas gracias a la traducción. No sé, Gaby, si querés. Merci, Nora. No sé, Gaby, si querés hacer una pregunta o pasamos directamente a las preguntas del público. Pasemos, si querés, a las preguntas del público. Muchísimas gracias, Bernard. Muchísimas gracias, Nora, por la traducción. Y podemos ir directamente entonces para darle lugar a las preguntas por Facebook y por YouTube, que ya también hay bastantes preguntas que están ahí presentes. Ángeles y Germán están haciendo el seguimiento de las preguntas por Facebook, por YouTube. Ángeles, Germán, ¿están por ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Transmito una pregunta de una colega de nuestra institución, Felisa Lambersky. Agradece los conceptos vertidos. Y la Te remercie beaucoup, d'abord. Y la pregunta concreta es si la cuarentena prolongada puede favorecer el autismo o la aparición de este tipo de trastornos. La question est si tu penses que la quarantaine, le fait d'être isolé à cause du Covid, peut être à l'origine des troubles du spectre autistique. Le confinement, le fait d'être isolé. D'abord, peut-être, c'est une question difficile et peut-être on manque encore un petit peu de recul pour répondre vraiment. Es una pregunta difícil y todavía nos falta como un tiempo para ver qué va a pasar dentro de un tiempo. Vamos a saber más las consecuencias de esto. D'une manière générale, je m'attache à vraiment garder un modèle polyfactoriel des troubles du spectre autistique. Dice que para él, lo más importante es que él concibe los trastornos del espectro autista como polifactoriales. Voilà, donc la quarantaine ne peut pas, enfin le confinement ne peut pas tout seul créer un trouble du spectre autistique. El confinamiento solo no puede crear un trastorno del espectro autista. Il faut bien sûr que l'enfant soit porteur sans doute de risques quand ça se produit. Ya tendría que haber algún tipo de riesgo en el niño.
para que el trastorno se de desarrolle. risque et de facteurs génétiques peut-être. Hein. El riesgo y factores genéticos también, Voilà, alors seguramente. ceci étant, pendant le confinement, on a vu des choses très différentes. Pero una vez dicho esto, podemos decir que durante el confinamiento vimos situaciones muy diferentes. Il y a certains enfants, et, malheureusement c'est assez rare, mais il y a certains enfants autistes qui ont plutôt profité des séances par Zoom. Hay ciertos chicos autistas que aprovecharon mucho el hecho de tener sesiones por Zoom. Et qui ont en particulier, qui ont développé, qui ont pu entrer dans le langage. Que incluso pudieron entrar en el lenguaje. Parfois, plus qu'en présence. Hein. Más que en presencia, o sea, a distancia más que en presencia. Voilà, comme si peut-être, je pense à ce que je disais tout à l'heure, como si, por ejemplo, estoy pensando a lo que decía hace un ratito, comme si la présence à distance était moins intrusive que la présence avec les 5 sensorialités. como si la presencia a distancia fuera menos intrusiva que la presencia con todas las sensorialidades, ¿no? Et quand même, dans l'ensemble, les expériences ont été très douloureuses. Pero en general las experiencias fueron muy dolorosas. Voilà, il y a eu quelques divines surprises, comme ce que je viens de dire, et dans Hubo l'ensemble, algunas sorpresas como lo que acaba de decir, pero en general hubo mucho sufrimiento. ça a été très difficile parce que la vie n'était pas comme d'habitude. Porque la vida no era como de costumbre, digamos. Et les enfants autistes ont très très peur du changement, bien sûr. Y los niños autistas sufren mucho y tienen mucho miedo al cambio. L'espace était très réduit pour certaines familles. En algunas familias el espacio estaba muy reducido. En France, on a autorisé que les enfants autistes puissent se promener dehors un petit peu plus longtemps que les autres, mais ce n'était pas beaucoup plus. En Francia autorizaron a que los niños autistas puedan salir a pasear un poquito más que los otros todos los días, pero no mucho más. Voilà. Et je crois que chez un certain nombre d'enfants, autistes ou pré-autistes, Y creo que en algunos niños autistas o preautistas, le confinement a pu réactiver des fantasmes claustrophobiques très importants, très douloureux. el confinamiento pudo despertar fantasmas claustrofóbicos muy fuertes, muy profundos. Je crois on a beaucoup parlé du confinement comme d'un traumatisme externe. Creo que hablamos mucho del confinamiento como un traumatismo externo. Et il ne faut pas oublier le claustrum de Melzer. Hein. Pero no nos tenemos que olvidar del claustrum de Meltzer, que no sé cómo se traduce en español, cómo los tradujeron a Donald Meltzer cuando habla del claustrum. No sé cómo se tradujo. Le confinement a pu réactiver des angoisses très archaïques. El confinamiento pudo despertar angustias muy arcaicas. Mais je n'appellerais pas forcément ça créer des cas d'autisme, c'est réactiver des angoisses autistiques plutôt. Claro, yo no llamaría eso crear un trastorno del espectro autista, pero reactivar angustias, sí. Voilà comment hay una pregunta también de YouTube, Germán. Tenías ahí también una pregunta de YouTube, a ver si la podés transmitir a Nora. Bueno, perfecto. Primero hay muchos saludos de países también hermanos latinoamericanos. Apparemment, on te dit bonjour d'autres pays aussi de l'Amérique latine qui sont en train de t'écouter. Bueno, Susana Schneiderman consulta si puede vincular su pensamiento con el concepto de la madre muerta de Green. On te demande si tu peux faire un rapport avec ta pensée et la mère morte d'André Green. El doctor Barbón, Néstor Barbón, pregunta si la representación del lazo tiene el mismo estatus metapsicológico que las demás representaciones que luego habitarán el aparato psíquico. ¿T'as compris? Si la representación, une autre question un autre collègue qui demande si la représentation du lien a les mêmes statuts métapsychologiques que n'importe quelle autre représentation dans l'appareil psychique. Je réponds d'abord à la deuxième question. Va primero responder a esta pregunta. Bueno. Parce que pour la deuxième question, justement, je ne sais pas. Porque para la primera, justamente, no lo sabe. C'est tout le travail actuel avec Nora, avec Sylvain, avec d'autres. Es todo el trabajo actual con Nora, con Sylvain Missonnier y con otros. D'essayer de voir si le statut de ces représentations est le même que celle des représentations d'objets.
si el estatuto de estas representaciones del lazo son las mismas, o sea, es el mismo estatus que la representación de objeto. J'espère que oui, Yo espero que sí, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr. pero no estamos totalmente seguros. Alors, en ce qui concerne la première question, la En mère lo que morte, concierne a la primera pregunta sobre la madre muerta de André Green, c'est une question formidable, hein, es una pregunta muy buena, parce que elle ouvre. Moi, j'ai voulu parler d'un pré-objet Yo quise hablar de un preobjeto qui renvoie quelque chose à l'enfant, que le reenvía algo al niño, qui l'informe sur ses signaux que le informa sobre sus señales et qui lui permet de se représenter quelque chose des signaux qu'il envoie. le permite representarse algo de las señales que le envía. C'est un pré-objet qui a fonction de miroir. Es un preobjeto que tiene función de espejo. Il y a en France un grand poète surréaliste, En Francia hay un gran poeta surrealista, André Breton, André Breton, qui définissait l'amour fou de la manière suivante. que define el amor loco de la manera siguiente: Je m'étais perdu à moi-même yo me perdí a mí mismo et tu es venu me donner de mes nouvelles. y vos viniste a darme noticias de mí. Peut-être on peut aimer d'amour fou quelqu'un qui vient nous donner de nos nouvelles quand on se sent perdu. A lo mejor podemos sentirnos con un amor loco, un enamoramiento, el amor fu es el enamoramiento, a alguien que viene a darnos noticias de nosotros mismos. Et souvent, je fais le parallèle avec le bébé. Y yo a menudo hago un paralelo de esto con los bebés. Dans le développement tout à fait précoce du bébé, En el desarrollo muy temprano de los bebés, le bébé n'a pas encore des mots, bien sûr, pour le dire. los bebés todavía no tienen palabras para decirlo, Mais peut-être s'il avait des mots, il pourrait dire un peu pareil. pero si tuviera palabras a lo mejor podría decir algo parecido. Je ne me suis pas encore trouvé. Todavía no me encontré Et déjà, tu viens me donner de mes nouvelles. y ya vos venís a darme noticias de mí. Les interactions précoces du bébé et de l'adulte ont quelque chose à voir avec l'amour fou. Las interacciones tempranas entre el bebé y sus adultos tienen algo que ver con el enamoramiento, con el amor loco. Voilà, donc quand je disais que la représentation des liens Cuando yo decía que la representación del lazo permet au bébé de pressentir l'existence de l'objet, le permite al bebé presentir la existencia del objeto, sans que ce soit encore l'objet proprement dit, sin que todavía sea el objeto propiamente ça dicho, veut dire qu'il ressent l'extérieur comme un miroir qui lui renvoie quelque chose. quiere decir que él siente al exterior como un espejo que le reenvía algo de sí mismo. Tandis que dans la mère morte, En cambio, la madre muerta de André Green, l'objet ne renvoie plus rien. el objeto no reenvía nada. C'est ce que René Roussillon a appelé l'objet décevant. Es lo que René Roussillon llamó el objeto decepcionante. René Roussillon, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, René Roussillon, con quien yo trabajé mucho durante toda mi vida avec qui je travaille encore beaucoup, y con quien trabajo et actualmente, qui ne s'occupe pas de bébés, mais qui rejoint exactement les positions de ceux qui s'occupent de bébés. que no se ocupa, no trabaja con bebés, pero que llega a las mismas conclusiones que los que trabajamos con bebés. Il a parlé de l'objet décevant à propos du texte de Freud, René Roussillon habla del objeto decepcionante a partir del texto de Freud, Deuil et mélancolie. Duelo y melancolía. Il est parti de cette phrase célèbre, Y partió de la célebre frase de Freud: en cas de deuil, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. la sombra del objeto cae sobre el yo. Et René Roussillon disait cette phrase, tout le monde la répète, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Y René Roussillon dice, todo el mundo repite esa frase, pero ¿qué quiere decir realmente? Que s'il y a une ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Si hay sombra, quiere decir que en algún lugar hay luz. Et un écran, il y a un obstacle à la lumière. Y un obstáculo a la luz, voilà. Una pantalla, digamos, pero que es obstáculo. Pour lui, l'objet décevant,
c'est l'objet qui ne réfléchit plus suffisamment. Y para él el objeto decepcionante es el que no refleja Pas, suficiente. pas réfléchir en termes cognitifs ou d'intelligence, mais réfléchir en termes de lumière. Si no estamos hablando de reflexionar en términos de pensamiento, sino de reflejar en L'objet qui, ne términos de renvoie, reflejo. l'objet qui ne renvoie plus à l'enfant El objeto que no le reenvía más al niño des informations suffisantes pour qu'il puisse construire son narcissisme. informaciones suficientes como para que el bebé pueda construir su narcisismo. La mère déprimée ne peut plus jouer cette fonction miroir. La mamá deprimida no puede jugar el rol de espejo, L'objet s'est éteint, el objeto se apaga mais les liens ne fonctionnent pas. y los lazos no funcionan. Alors que moi, j'ai voulu décrire un objet qui n'est pas encore allumé, Mientras que yo en realidad lo que quise describir es un objeto que todavía no se alumbró, mais no se des iluminó, liens qui sont lancés déjà vers le dehors. y con lazos que ya se envían hacia el exterior. La mère morte, c'est la pathologie de ce que j'ai essayé de décrire. La madre muerta es la patología de lo que él intentó describir. Bien, muy bien. Tenemos más preguntas. Ángeles, Germán. Hay una pregunta de nuestro colega Ezequiel Jaroslaski en relación a si ha pensado alguno de estos conceptos en cuanto al aferramiento que desarrolló Inra Herman, discípulo de Ferenczi. El concepto de aferramiento. Piensa el instinto de aferramiento desarrollado por Inra Herman, discípulo de Ferenczi. Une question par rapport à un concept qui a développé un élève de Ferenczi, Inra Herman, et qui le décrit comme l'instinct d'agrippement. L'instinct Imre Herman, oui. Ouais. Et s'il y a un rapport entre ta pensée et ces concepts-là. Alors, enfin, je vois bien ce que la question veut dire. Dice, veo bien lo que la pregunta quiere decir. Mais je pense quand même que je ne me situe pas sur le même plan. Pero yo no me sitúo en el mismo plano. Parce que l'instinct d'agrippement, l'instinct de cramponnement de Imre Herman, porque es el instinto de aferramiento de Herman, de este autor, a vraiment été décrit dans la réalité externe, dans la réalité interpersonnelle. Fue descrita en la realidad interpersonal, en la realidad externa. C'est vrai que c'est un petit peu comme le grasping des bébés. Es como no sé cómo se llaman, sí, pero no sé cómo se dice, el grasping de los bebés, cuando los bebés hacen el aferramiento. El aferramiento de los bebés, sí, la misma palabra. Je t'ai envoyé le mot, Laura, sur le chat. Sí. No, yo sé en francés, pero no sé cómo lo traducen. C'est vrai qu'on a l'impression que n'importe quel objet peut déclencher le lien. Entonces, no importa, cualquier objeto puede despertar este reflejo, ¿no?, de aferramiento. Soit que ce soit le doigt de l'adulte ou un objet matériel, le grasping est indifférencié. El grasping es indiferenciado, el aferramiento es porque puede ser el dedo del adulto o puede ser un objeto. Voilà. Es el reflejo. Mais le grasping et le cramponnement sont vraiment des phénomènes physiques dans la réalité externe. Son fenómenos físicos en la realidad externa. Moi, ce que j'ai quand même essayé de partager avec vous, c'est le correspondant dans la réalité interne. Lo que yo intenté compartir con ustedes es lo que se le corresponde, pero en la realidad interna. Et la théorie de Imre Herman, qui précède d'ailleurs la théorie de l'attachement, y la teoría de Herman, que precede a la teoría del apego, qui est un précurseur de la théorie de l'attachement, es un precursor de la teoría del apego, ne faisait pas beaucoup de place aux représentations mentales. No le daba mucho lugar a las representaciones mentales. Voilà, donc je pense que c'est quand même, je vois bien l'approchement, mais ce sont deux plans épistémologiques différents. Claro, dice, veo bien el pensamiento de la persona que hizo la pregunta, pero son dos planos epistemológicos distintos. Yo no quería preguntarle a Bernard, ¿qué categoría le da él en el armado de la representación de los lazos y de representación lugar, estas primeras instancias representacionales, a la sensorialidad auditiva? Porque siempre está puesto muy el acento en el tema del envoltorio de la piel,
lo visual, pero neuromadurativamente el aparato visual se consolida casi a los 12 meses, es cuando el nervio óptico se termina de mielinizar prácticamente. Sin embargo, No, attends, doucement, ça va doucement, être long pour despacito, Nora. si no yo no le voy a poder traducir. d'accord. Entonces, quelle est la place? Sí. ¿Qué lugar, qué estatuto le da a él a la sensorialidad auditiva Quelle place tu donnes à la sensorialité auditive en la configuración de estas representaciones iniciales del lugar y del lazo, dans la configuration de ce que tu parlais tout à l'heure, des représentations des liens précoces, pensando que siempre se le da mucha prioridad a la piel, al contacto, en pensant qu'on donne toujours beaucoup de priorité à la peau, au contact, au toucher y a la mirada, et à la vue, au regard. y pensando que la mirada neuromadurativamente se consolida al año de vida. Le regard, d'un point de vue neurodéveloppemental, se consolide à 1 an, pas avant. Finit d'évoluer alors que l'enfant a déjà 1 an. Ouais. Donc, c'est un des derniers sens à se développer. Y la audición, la cóclea, funciona a partir de la semana 20 de gestación intrauterina. O sea, ya hay registros auditivos prenatales. La grossesse, les bébés à 20 semaines de grossesse peuvent déjà entendre. Alors, oui. Là, c'est une question, Fernando, c'est une grosse question, ça. Hein? Es una pregunta gorda, grossa. Alors, d'abord, pendant la grossesse, durante el embarazo, il y a une succession qui est toujours la même. Hein? Hay siempre la misma sucesión, digamos, cronológica. D'abord le toucher. Primero es el tacto. Puis l'olfaction. Después el olfato. Puis le goût. El gusto. Et seulement en fin de grossesse, l'audition et la vision. Y al final del embarazo, la visión y la audición. Donc d'abord les 3 premières sensorialités proximales. O sea que primero son las 3 sensorialidades proximales. En fin de grossesse, les 2 sensorialités distales. Y al final del embarazo, las 2 sensorialidades a distancia. Dont le bébé n'a pas beaucoup besoin encore avant la naissance. Porque el bebé no las necesita antes del nacimiento. Seulement, par rapport à ta question, Fernando, pero con respecto a tu pregunta, la première audition est une audition par la peau. Pero la primera audición es una audición a través de la piel. Bien avant d'être une audition par les oreilles. Antes de ser una audición por las orejas. C'est cette audition cutanée qui peut commencer, parce que les sons qui arrivent au fœtus, los sonidos que le llegan al feto, que ce soit les sons du dehors du corps de la mère ou de dedans du corps de la mère, que vengan de afuera del cuerpo de la madre o internos del cuerpo de la madre, mettent en vibration le liquide amniotique, hacen vibrar el líquido amniótico, et le bébé entend le son par la peau, y el bebé escucha el sonido a través de la piel. Avant de l'entendre par les oreilles, antes de escucharlo por los oídos, un peu comme les petits dauphins entendent très bien les sons par leur peau. Como los delfines, que escuchan los sonidos por la piel. Et toute l'hypothèse de Susanna Maiello, y todas las hipótesis de Susanna Maiello, du premier objet sonore prénatal, del primer objeto sonoro prenatal, passe par une audition cutanée. Pasa por una audición cutánea de la piel. Et d'une certaine manière, la surdité totale n'existe pas. De alguna manera, la sordera total no existe. Même quand on n'entend rien du tout par les oreilles, incluso cuando no escuchamos nada por los oídos, on entend par la peau. Escuchamos a través de la piel. Mais moins bien que les dauphins, c'est vrai. Pero no tan bien como los delfines. Voilà. Alors cette question de la peau et qui est première, hein, este tema de la piel, que es primero, est très importante après la naissance, mais très importante pendant la grossesse aussi. Es muy importante durante el embarazo y después del nacimiento. Ça rejoint bien sûr les travaux de Didier Anzieux sur le moi peau. Por supuesto, están los trabajos de Didier Anzieux sobre el yo piel. Et on pourrait dire aussi
dans un autre champ, de la pulsion invocante. Y también en otro campo podemos hablar de la pulsión invocante. L'enfant qui va bien a besoin de déclencher la parole, la voix de l'autre. Un niño que se desarrolla como uno lo espera necesita despertar la voz de la madre Trouver le lien dans le retour. para poder estar en lazo y recibir, digamos. Mais ce que Didier Anzieux disait de très intéressant et qui donne toute son importance à la voix, justement, Lo que decía Didier Anzieux, que es muy importante y que le da toda su importancia a la voz, c'est que justamente. l'audition est le seul sens, Didier Anzieux decía que la audición es el único sentido, c'est la seule sensorialité la única sensorialidad qui tout de suite associe la position passive et la position active. que asocia enseguida la posición activa y la pasiva. Parce que dès qu'on touche quelque chose, Porque apenas tocamos algo, on est touché par ce que l'on touche. estamos tocados por lo que nos toca. Je touche, position active, Yo toco, posición activa, mais je suis touché par ce que je touche, position passive. pero estoy tocado por lo que toco y posición pasiva. Cette intrication immédiate du passif et de l'actif dans l'auditif, Esa implicación inmediata de lo pasivo y lo activo dans le tactile, pardon, en lo táctil sera le modèle pour Didier Anzieux des autres réflexivités. va a ser el modelo para Didier Anzieux de las otras reflexividades. Parce que d'abord on voit, Porque primero vemos et plus tard on se voit. y después nos vemos. D'abord on entend, Primero escuchamos et plus tard on s'entend. y más tarde nos escuchamos. Uno se escucha a uno mismo, ¿no? D'abord on sent, Primero sentimos plus tard on se sent. y después nos sentimos. Dans toutes les autres sensorialités, la réflexivité est secondaire. Para todas las otras sensorialidades es secundaria la reflexividad, digamos. Alors que dans le tactile, la réflexivité est immédiate. En cambio, en lo táctil, la reflexividad es inmediata. Cuando toco, me toco. D'où l'importance de la voix par l'audition. Por eso la importancia de la voz a través de la audición. Cutanée. Ah, a través de la piel. Voilà. La piel. Merci beaucoup, Bernard. Nora, me gustaría transmitirle al doctor Bernard Bols que aparte de los muchísimos agradecimientos y elogios por la exposición tan clara, Il y a beaucoup de remerciements et de... Ouais. hay muchos colegas que destacan la originalidad, la brillantez en cuanto al aporte de estas metáforas, del hilo, de verbos. Vous allez me faire rougir. Dice que lo vas a hacer sonrojar, que se va a poner colorado. Esta es la opinión de la audiencia y me pareció que era importante transmitirla. Porque... Tout le monde te remercie beaucoup, ton originalité, l'excellence de tes propos et la poésie que tu utilises aussi dans tes propos. Ça me fait très plaisir et ça me fait très plaisir de réfléchir tous ensemble. Tu peux traduire, Nora. Obviamente. Le da mucho placer que podamos reflexionar todos juntos. Mais même en Zoom, il y a des publics avec lesquels on n'arrive pas à bien penser. Et ce soir, ça me faisait plaisir de penser avec vous. Dice que incluso por Zoom a veces uno no puede pensar con otros y que para él esta noche, porque allá para él ya son las 7:30 de la noche, de la tarde, pudo reflexionar y le gustó poder estar con nosotros. One, en YouTube tengo... Sí, ¿qué iba a decir, Fernando? Sí. Ah, ya estamos terminando, ¿verdad? Ya estamos en media. Sí, ya estamos terminando. No sé si tenemos 5 minutos más. ¿Tu as encore 5 minutes, Bernard? Oui. Bueno, sí, Germán. Germán, dale. Bueno, a ver, hay Clara London consultó hace un rato si no piensa la reinstauración, si no hubo una instauración primaria, previa. Y después hay 2 o 3 preguntas respecto a los padres. ¿Qué trabajo propone hacer con los padres cuando hubo estos problemas de lazo?
La question, c'est quel travail tu proposes avec les parents quand il y a eu comme ça des problèmes dans l'instauration des liens précoces? Alors, c'est pas je propose, c'est ce qu'on peut proposer. Oui, oui. Lo que le podemos proponer, sí. C'est tout le chapitre des psychothérapies conjointes. Es todo el capítulo de las psicoterapias conjuntas Ah, vinculares. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, rapidement. Yo hablé hace un ratito rápidamente. Voilà, où le thérapeute ou les thérapeutes, parfois ils sont plusieurs, Donde el terapeuta o los terapeutas, cuando son varios, voilà, vont se proposer comme des tiers non séparateurs, se proponen como terceros no separadores, mais des tiers différenciateurs en présence. pero de terceros diferenciadores en presencia. En présence du tiers. Permettre aux parents. Hay que poder permitirle a los padres. Excuse-moi, non, c'est le travail que Marie-Christine Lasnik a beaucoup développé en France. Es el trabajo que Marie-Christine Lasnik desarrolló mucho en Francia. Et dont elle a beaucoup parlé en Amérique latine aussi, au Brésil et ailleurs. Hein. Y que ella habló mucho en otros países de América Latina, en Brasil sobre todo. Ça passe beaucoup par la mise en mots des sensations mutuelles. Y pasa sobre todo sobre la puesta en palabras de las sensaciones. C'est-à-dire que le tiers peut aider à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'émotionnalisation des sensations. O sea que este tercero puede ayudar a la emocionalización de las sensaciones. Personnellement, je fais une différence entre les affects et les émotions. Personalmente, yo diferencio los afectos de las emociones. Pour moi, les affects renvoient plutôt à la première théorie pulsionnelle, à la théorie des pulsions. Para mí, los afectos remiten a la primera teoría de las pulsiones. Non, à la théorie des pulsions. A la teoría de las pulsiones, perdón. Tandis que les émotions renvoient plutôt à la théorie des relations d'objets. Y las emociones remiten más a la teoría de la relación de objeto. Dans la notion d'émotion, il y a la notion de partage et d'un mouvement avec l'autre. En la noción de emoción está también la noción de compartir y de movimiento con el otro. Voilà, et vraiment, les enfants autistes ont du mal avec l'émotionnalisation des sensations, avec le partage des sensations. Y lo que le pasa a los chicos autistas es que tienen dificultad en la emocionalización de las sensaciones y en el compartir estas sensaciones. Ils ont du mal à rassembler leurs différents flux sensoriels et du mal à les partager. Tienen dificultad en articular los distintos flujos sensoriales y compartirlos. Didier Houzel a même proposé l'idée. Didier Houzel, que es un psicoanalista de Lyon en Francia, propuso que ce sont les clivages sensoriels de l'enfant autiste, que son los clivajes sensoriales del niño autista, qui forment la base de ces clivages relationnels. Que son la base de sus clivajes relacionales. Donc, dans le cadre des thérapies conjointes, dentro del encuadre de una terapia vincular, dont il existe plusieurs techniques, donde hay muchas técnicas, diferentes técnicas, le rôle principal du thérapeute, el rol principal del terapeuta, c'est de favoriser ce partage des émotions à partir des sensations. Es de poder compartir, poner palabras a las emociones y poder compartirlas. Ça demande une formation particulière. Hein. Esto necesita una formación particular. Et je suis absolument persuadé y yo estoy persuadido que même si on a parfaitement appris son métier d'analyste, que si uno aprendió perfectamente su métier, su trabajo de analista, avec des patients neurotiques, con pacientes neuróticos, ça ne suffit pas pour faire ça. No alcanza para hacer eso. Il y a une formation analytique particulière. Hay una formación analítica particular. Notamment sur le contre-transfert dont je parlais tout à l'heure. Y sobre todo con respecto a la contratransferencia de la cual yo hablaba hace un ratito.
Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Sí. Pour finir, Bernard, on avait pensé... Yo l'avait dit, quería decirle Sí. algo, Bernard, que en realidad que desde el Departamento de Niños estamos sumamente agradecidos. La realidad que tener esta mirada actual del psicoanálisis realmente yo creo que vitaliza la teoría, pero no solamente la teoría, sino la clínica, la oxigena realmente, y que me parece que lo pone al psicoanálisis en un lugar vigente, ¿no? Y lo aleja de toda posibilidad de pensarlo, ¿no? A la clínica psicoanalítica en ese lugar que a veces genera, como dice usted, tanto rechazo o a veces tanta sensación de que parece como disciplina coagulada. La realidad que lo que... Je ne vais pas pouvoir traduire tout ça. Fernando, il a des longues phrases. Hein. Oui, je ne pourrais pas traduire tout ça, mais en tout cas, il te remercie beaucoup parce que ta pensée est une pensée très actuelle, Bon. qui nous donne de l'oxygène et qui justement va à l'encontre de toutes ces attaques dont tu parlais, à une psychanalyse un peu obsolète, hein, ancienne. Et il te remercie beaucoup de ta pensée et de tes apports. Y sobre todo porque me parece que nos permite incorporar esto tan importante de pensar en psicoanálisis predípico. Et de penser dans la psychanalyse préoedipienne. Pero no solamente para el trabajo con patologías tan graves como el autismo, mais pas seulement pour des pathologies aussi graves que l'autisme, sino también, yo vengo de la pediatría, para Moi, el je trabajo, suis pédiatre, il vient de la pédiatrie, Fernando. para el trabajo tan importante de detección temprana y de prevención. Pour le travail si important pour la détection précoce. Oui, mais je peux peut-être ajouter quelque chose là, Nora. ¿Quiere agregar algo? Parce que, évidemment, j'ai décrit une succession. Dice, yo describí una sucesión, mais après, tout existe en même temps. pero después todo existe al mismo tiempo. Et par exemple, en cas de dépression, Y por ejemplo, en una depresión, ce qui fait le plus souffrir, ¿qué es lo que hace sufrir más? c'est peut-être la perte d'objet proprement dite. La pérdida del objeto propiamente dicho. C'est la réactivation de l'arrachage des liens. Pero sino la reactivación del desgarro de los lazos. Et l'amputation de la place de l'objet. Et l'amputación del lugar del objeto. Le poète Lamartine disait. El poeta Lamartine decía. Un seul être vous manque. Un solo ser nos hace falta. Tout est dépeuplé. Y todo está despoblado. Parce que c'est pas seulement la perte de l'objet. Porque no es solamente la pérdida del objeto. C'est la perte des liens et la perte même de la place de l'objet. La pérdida del lazo al objeto y del lugar del objeto. Probablement dans la mélancolie, la catastrophe est globale. Hein. Probablemente en la melancolía la catástrofe es global, ¿no? Voilà, mais on ne va pas se quitter sur la mélancolie quand même. Non, on va se quitter sur une question qu'on voulait te poser. Et te remercier beaucoup. Et te poser la question de qu'est-ce que c'est pour toi l'infantile, qui est le sujet du congrès de l'IPA cette année. La pregunta es qué es lo infantil para él, que es el tema del congreso de la IPA en Vancouver este año. Qu'est-ce que c'est l'infantile. Oui, le concept de l'infantile. Écoutez, attendez, parce que avec mon chien se taise déjà. Espero que el perro deje de ladrar. Voilà. L'infantile, pour moi, c'est le destin des traces. Para él, lo infantil es el destino de las huellas. Des traces sensorielles, des traces... De las huellas sensoriales, de las huellas interactivas, des traces relationnelles. De las huellas relacionales. Qui vont toute la vie être transformées par la théorie de l'après-coup. Que van a ser toda la vida transformadas por la teoría de la posteriori. Pour organiser les fantasmes, les choix d'objets, etc. Para organizar los fantasmas, la elección de objetos, etc. Alors je dirais que l'infantile, une partie de l'infantile, c'est le sexuel infantile. Una parte es lo sexual infantil. Mais le sexuel infantile n'est pas tout l'infantile.
pero lo sexual infantil no es todo lo infantil. Voilà la réponse. Wow, Bueno. merci beaucoup. Guau. Muchísimas gracias. Muchísimas Merci gracias, beaucoup. Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, por darnos esta posibilidad de poder trabajar con Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Nora, por ton effort Ah oui, de formidable. traducción. Merci beaucoup, Nora. Y por darnos la posibilidad de contar con Bernard. Merci pour tout mon équipe Bravo qui à hizo tout un le monde. esfuerzo, un gran effort pour faire cette conférence. Alors, merci, merci, merci beaucoup. Et À on a bientôt, fait, Bernard. on a fait que dans l'auditif et le visuel. Hein. Solo hicimos en lo auditivo y lo visual, Oh, con los dos sentidos a distancia. Allez, à bientôt. Alors. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. au revoir, merci beaucoup, professeur.